On va peut-être recevoir Philippe Bobola d'ici quelques minutes, hein, qui est un biologiste, physicien, anthropologue que j'ai interviewé il y a quelques jours, dont l'interview sera à paraître d'ici peu, et avec qui je parlais aussi de l'impact de toutes ces situations-là sur le moral des gens, et aussi sur notre avenir. Parce qu'on a parlé synchronicité avec lui. Comment est-ce qu'on peut projeter un meilleur futur? C'est vrai qu'on nous maintient dans une énergie basse, tu disais tout à l'heure. La peur, on nous maintient l'angoisse, dans l'impuissance et dans l'impossibilité citoyenne de faire évoluer les choses. Et les gens ont intégré ça. Et du coup, ils projettent un futur qui est sombre. Et en physique quantique, tout ça, ça existe. Il y a Philippe Guimand qui en parle aussi dans ses conférences, Philippe Bobola qui a la même approche aussi, sur comment est-ce que nos projections peuvent déterminer le futur. Et notre éducation. Pour citer le grand philosophe Marilyn Manson, que tout le monde se souvient. Exactement, qu'on apprend en terminale. Qu'on apprend en terminale. Tu vois très bien qui est Marilyn Manson. Ouais, c'est le mec qui fait du hard rock. C'est du hard rock dans les années 90, années 2000, extrêmement une superstar. Et il a fait des super reprises, notamment sur Dépêche Mode, enfin incroyable. Et c'était, avant d'être un chanteur, c'était quelqu'un qui écrivait beaucoup, et ça reste, il a quand même pas mal de punchlines intéressantes. Okay. Et c'est un des seuls que je devais avoir cette phrase-là, et il disait, quand on nous éduque pour ne devenir rien, comment pourrions-nous faire quelque chose? Exactement. Ouais, Exactement. Ça veut tout dire. Tout est dit. Ouais. Ça veut tout dire. Et on va tout de suite recevoir Philippe, s'il est là, je crois. Là, ça, Mathis, il est là. Ah voilà, Philippe Bobola. Est-ce que tu nous entends? Salut Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Ravi de te recevoir à nouveau. Alors, tu étais là sur le plateau de Nexus il y a quelques jours avec moi, donc pour un entretien très long format, hein, qu'on mettra en ligne d'ici quelques jours. Et je voulais avec toi profiter de ces quelques minutes pour partager un peu ta vision dans cette ambiance, un petit peu cette époque très morose. Comment est-ce que ça a un impact sur notre futur, et comment est-ce que finalement il est plus facile de contrôler les gens en les maintenant dans du négatif et de l'anxiogène parce que justement ça modèle notre avenir. C'est évident que quand on n'a pas d'avenir, on n'a pas envie de faire des enfants. Donc, parmi toutes les raisons qui amènent à une baisse de fertilité, il y a aussi le fait que l'avenir, on l'envisage avec crainte. Donc, il y a beaucoup de jeunes générations qui ne veulent pas faire d'enfants. À une époque, on disait, on ne peut pas laisser les enfants dans ce monde. Et c'est un peu ça. Et puis, je voudrais peut-être revenir sur la vallée des larmes, parce que quand il y a un changement, on est dans un changement sociétal, on passe par des étapes et on va retrouver les différentes catégories qui composent la société française. Il y a d'abord le déni. Ouais. Alors maintenant, les gens qui sont dans le déni, on les appelle les normistes. Donc eux, ils ont une vision déformée de la réalité, comme tout le monde. Ouais. Ils n'ont pas encore fait leur critique du gouvernement. Ils pensent encore que les choses peuvent être rectifiées par le gouvernement. Et donc, ils sont bloqués dans cette situation. Et puis, il y a souvent la peur de l'avenir. On sait ce qu'on quitte, on ne sait pas ce qu'on va obtenir. Donc, il y a cette vision un peu bloquée. Ensuite, il y a les gens en colère. Alors, les gens en colère, c'est les gens qui, après avoir compris ce qui se passe, passe par une phase incontournable d'insupportabilité. Et c'est pas la solution, parce que quand on est en colère, il n'y a pas de bonnes choses qui sortent de la colère. Et en plus, en termes de temps, si vous voulez, nos émotions sont liées aux potentialités. Donc être en colère, c'est faire venir un futur qui justifie la colère. Wow. Ah oui. Voilà, c'est ce qu'on appelle des prophéties auto-réalisées. Ouais. Les pouvoirs de l'intention, finalement, et de nos émotions. Voilà. Après, il y a ceux qui sont dans la peur. Oui. Alors eux aussi, ils attirent un futur de peur. C'est ceux qui voient l'avenir avec effroi. Puis après, il y a les dépressifs, les gens qui ne croient plus en rien, qui se replient sur eux. Et donc, du déni en passant par la peur, avant la colère et la dépression, la tristesse, il y a une baisse d'énergie, c'est qu'on voit très bien. Et puis après, il faut remonter de l'autre côté, parce que notre cerveau, quand il doit faire le deuil d'une situation, ou quand il est soumis à des changements important, il passe par ces différentes étapes. Et donc, la première à avoir étudié ça, c'est Elisabeth Kubler-Ross, qui est une psychiatre d'origine suisse et qui a étudié les différentes étapes par lesquelles passe quelqu'un à qui on annonce une mort certaine.
Et donc, d'abord, il y a le choc thanatique, puis le déni, mais non, c'est pas possible, je vais voir un autre médecin. Puis après, il y a la colère, la rage de voir partir alors qu'on avait encore des choses à faire. Et puis après, il y a une sorte de marchandage. On est prêt à devenir croyant si on nous octroie un peu plus de vie. Puis après, il y a la dépression et après l'acceptation. Et donc, on a prolongé ces différentes étapes à tout changement. Et ce qu'on vit, c'est un changement sociétal. Hmm. Donc notre cerveau, il est fait, alors si on prend un exemple un peu à peine caricatural, un cadre est licencié, il est dans le déni, mais non, c'est pas possible d'être licencié, d'autant plus que c'est son collègue qui l'a formé, qui lui annonce qu'il y a des licenciements et qu'il est dans les licenciements. Donc après, il va passer par la colère. Après tout le temps que j'ai donné à cette entreprise, je suis viré comme un malpropre. Ça m'a valu un divorce, j'ai pas vu mes enfants grandir, etc., etc. Je me suis voué corps et âme à cette entreprise. Et puis après, il va connaître la peur. Il a 55 ans, il a encore des enfants qui font des études. Est-ce que je vais pouvoir assumer les études de mes enfants? Il y a encore les traites de la maison à payer. Puis après, il y a une tristesse, un effondrement. Donc il est passé du déni par la colère, la peur, la tristesse, la dépression, mais après il va remonter. C'est pour ça qu'on appelle ça la vallée des larmes. Hmm. Après avoir connu une baisse d'énergie, il va connaître un regain d'énergie. Il va accepter et pardonner la situation. Et donc, il va se rendre compte qu'il faut bien qu'il se fasse une raison. Il s'ennuyait dans ce métier. Il n'aurait jamais eu le courage de donner sa démission. Et finalement, l'entreprise, en le licenciant, il a donné l'opportunité de prendre la décision qu'il n'aurait jamais prise. Puis après, il va être en quête de sens à nouveau. Il va expérimenter de nouvelles choses. Il va être dans la sérénité, la paix retrouvée. Et donc, on voit bien que pour l'État, le plus dangereux, c'est quand on est de l'autre côté de la pente. Oui, exactement. Ouais. Et voilà, il faut accepter la situation. Oui, ils veulent nous laisser en bas de la cuvette. Voilà, et alors évidemment, on peut soit traverser toutes ces étapes d'une traite, mais on peut remonter, on peut passer de la dépression à la peur ou de la dépression à la colère, et on va osciller comme une bille dans un bol qui aurait reçu une pichenette et qui va avoir du mal à sortir du bol parce qu'elle n'a pas une énergie suffisante. Et puis à un moment donné, si on laisse les choses se faire, parce que le cerveau est préparé à ça, bah, on fait son deuil. Et je pense que dans ce que nous vivons, on doit faire le deuil d'un État qui n'est pas là pour protéger ses citoyens, d'une Europe qui nous amène vers un super État européen et le crédit social, la dictature informatique, etc. Enfin, tout ce qu'on Ouais. a largement développé. Mais le plus intéressant, c'est d'être de l'autre côté de la courbe. Donc les normistes sont dans le déni, vous avez les gens en colère, vous avez les gens qui ont la peur et les gens qui sont dépressifs. Et puis il y a un pourcentage de gens qui voient les choses différemment, quête de sens. Finalement, il y a tout à refaire. Mais je veux dire, Oui. aussi bien au niveau du savoir, on a tout à recomposer. Il y a une formidable énergie créatrice en France et en Europe qui est bloquée. Oui. Qui Et est alors, bloquée parce qu'il y a une élite qui tient absolument à maintenir le pouvoir. Donc on voit bien les réformes qui ne se font pas au niveau pédagogique. Hmm. et Donc alors, il faut prendre une contrainte pour la surpasser. Alors le poète Rainer Maria Rilke disait, le futur s'installe en nous afin de s'y préparer une place longtemps avant son arrivée. Hmm. Et donc il faut savoir que Hollywood a été une machine à influencer notre imaginaire. Maintenant c'est Netflix. Quand vous êtes dans une salle noire avec des personnages plus grands que votre taille, vous avez une perméabilité psychologique. Hmm. En plus, les scénarios sont bien faits, ils sont preneurs, ça nous prend. Et ben, on fait rentrer en nous un certain nombre d'informations. Et donc, c'est un peu la publicité du Larousse. Je sème et je récolte. Je sème plein de futurs potentiels. Ils Hmm. infiltrent l'esprit des citoyens et les citoyens vont faire venir ce futur, puisque nos émotions sont les attracteurs de nos futurs potentiels. Alors, il y a vraiment une réforme à faire au niveau de la physique, en particulier la physique théorique, puisque le prochain souffle de la physique théorique, ça sera une autre modélisation du temps. Hmm. On voit bien que la physique classique n'a pas de réponse aux rêves prémonitoires, à ce qui se passe dans les NDE, aussi bien les neurosciences. Donc il y a vraiment un chambardement, un changement de paradigme. Et toute contrainte est bonne à prendre. Par exemple, l'intelligence artificielle, ça nous oblige à développer l'intuition,
puisque Ouais. effectivement, beaucoup de professions risquent d'être en compétition avec l'intelligence artificielle. On a reçu des enseignements qui sont monodisciplinaires. Il faut être pluridisciplinaire pour avoir une chance de proposer quelque chose que l'intelligence artificielle ne fait pas. Donc, à chaque fois qu'il y a une contrainte, c'est un Merci. appel à la créativité pour la surpasser. Très, très... Et Romain, tu avais une question? Oui, parce que alors, c'était même pas tant une question, mais une analyse de votre analyse, où j'ai l'impression que je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites sur les personnes qui sont dans la colère, les personnes qui sont dans la peur. Par contre, vous ne parlez pas des personnes qui aujourd'hui se battent sur le terrain et justement Ah, qu'on si, 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 visibilise si. à Bah, Nexus. ils sont de l'autre côté de la courbe. Voilà, et parce que ça, ces personnes-là, justement, essaient de visionner un monde Ah, mais complètement. Ben, positif c'est parce qu'ils sont de et l'autre reprennent le côté de contact. la courbe. Et donc, tous les réseaux Solaris, Ouais. où les gens proposent Voilà, une autre conception de la société, peut-être qu'on est c'est amené ça. un petit peu comme l'avait envisagé déjà Platon et Michel Maffezoli, revenir à des petites communautés. C'est le retour du temps des tribus. Voilà, c'est une autre façon de revoir la société. Platon considérait qu'au-delà de 200 personnes, la démocratie n'était plus possible. Et on voit bien en Islande, c'est parce qu'ils sont 500 000 qu'ils ont pu faire ce qu'ils ont pu Oui. Ils ont mis les mettre en banquiers place, en les prison. banques, etc., Ouais. parce qu'ils n'étaient pas au-delà de 2, 3, 4 millions, ça devient difficile. Et donc ces gens sont en train de réfléchir, c'est des laboratoires à idées, Hmm. parce qu'ils sont de l'autre côté, ils ont accepté la situation en la considérant comme une opportunité. Ils ont, d'une certaine façon, pardonné parce qu'ils ne sont pas en train de faire le procès d'un passé qui n'est plus, Oui. mais ils sont focalisés sur l'avenir. Ils sont en quête de sens et ils ont de nouvelles expériences à vivre et ils ont un calme et une sérénité. Sinon, alors je renvoie les auditeurs à des émissions qu'on avait fait avec Marc sur l'inhibition de l'action. Hmm. Un cerveau, avant d'être fait pour penser, c'est fait pour agir. Oui. Si ça fait partie de l'inhibition de l'action, dès qu'on peut ni avancer ni reculer, ce qui est le cas de la société européenne, il se met en place un système de réaction endocrinien qui surproduit du cortisol par les corticosurrénales et qui abaisse la défense immunitaire, qui abaisse la fertilité, etc. Et la société française et européenne souffre d'une inhibition de l'action, c'est-à-dire que les jeunes sont soumis à une gérontocratie, on est en corruptocratie, il n'y a plus de place pour la créativité, sauf pour des petits groupes, un peu comme le Fab Lab Hmm. qui s'était développé en Angleterre avec les artistes, c'est-à-dire qu'il y a une autre façon de concevoir la société. Il faut concevoir la société en dehors des schémas habituels. C'est passionnant et ça rappelle l'importance justement de se mettre en action et c'est pourquoi moi je voulais rebondir là-dessus par rapport à la manif du 10 septembre parce que beaucoup de gens vont dire les manifs ça sert à rien. Oui, mais ça permet de se mettre en action même si ça sert à rien politiquement. Évidemment, ça va pas faire tomber le pouvoir, il y a très peu de chance. Oui. Mais au moins ça permet aux gens de se mettre en action et d'avoir l'impression de faire quelque chose et d'éviter d'être dans cette impuissance et cette inhibition. Et ça, on te le dit pas que pour les manifestations, on te le Oui, dit pour tout. tout. Ah, ça ne va pas faire changer ci et Voilà. ça. Et c'est intéressant ce que dit Philippe Bobola, c'est que derrière, c'est le but, c'est aussi de pouvoir proposer l'être humain à avancer en expérimentant, en testant. Même si on foire, même si on se casse la figure, vous ne pouvez pas, tiens, on parle de fertilité, pour les parents, vous ne pouvez pas apprendre à votre enfant à marcher si vous lui dites non, mais n'essaie pas de marcher, tu vas te casser la figure. Exactement. Là, ça sert à rien, non. L'être humain, il se casse la figure, il rebondit, il se recasse la figure, il rebondit, et un jour, il y arrive. Et même l'avantage, c'est que même s'il n'y arrive jamais et qu'il fait que se casser la figure, c'est toujours mieux de continuer à se casser la figure et de faire quelque chose que de même pas De essayer. rien faire. Voilà, parce que ne rien faire, comme on l'a vu avec la fameuse expérience de Laborie, hein, ces fameux rats où on les met dans une situation où ils ne peuvent pas agir, ils s'automutilent, ils s'autodétruisent. Là où les autres rats qui peuvent agir, mais même en faisant n'importe quoi, hein, des choses inutiles pour leur situation, vont pouvoir être dans une situation plus pérenne. S'il y a une petite roue qui tourne, même Voilà. si la petite roue ne résout pas la C'est ça. situation, il y a une action possible. Alors, il faut savoir qu'on fait des statistiques surtout. Un bébé, avant de savoir marcher, il tombe 2800 fois. Ah ouais. Et la 2801e fois, il arrive à vaincre Tiens. quelques secondes la gravitation. Hmm. Et ça lui permet d'oublier les 2800 chutes parce qu'il se focalise sur un objectif qui est d'imiter la démarche des adultes. Ah, c'est intéressant. Donc voilà, et il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Et donc je pense qu'il y a tout à reconstruire. Je pense que C'est clair. l'humanité a plein de ressources.
L'université ne joue plus son rôle. Moi, je vois Ah oui. beaucoup de jeunes qui se posent des problèmes de quête de sens qu'on ne se posait pas les gens de ma génération. Je suis né dans les années 60, on n'avait pas du tout ce questionnement que peut avoir un jeune qui vient de sortir du Ah bah, bac et qui est en quête de sens. ouais. Donc, et puis, l'université n'a pas joué son rôle parce que l'université, ça vient d'universaux. On Hmm. devait aborder les problèmes universaux plutôt que Oui. aborder le monde à travers l'analyse. Et au Moyen Âge, il y a une querelle entre les universaux et les analystes. Les universalistes pensaient que seul le caractère universel permettait de tendre vers la vérité, alors que les autres Hmm. pensaient que seule la chose particulière avait la prétention de tendre vers la vérité. Et donc on a eu l'impression, tromperie, fake news, que l'université avait abordé les universaux. Non, on est dans un esprit analytique. C'est intéressant, analyste et se couper du haut. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a des ressources au niveau horizontal et au niveau vertical. Il y a un retour des solutions spirituelles parce que finalement, cette dimension verticale, bah, il faut l'utiliser, hein, Oui. et cette crise est l'opportunité d'un changement. C'est comme une dépression. On vous met entre parenthèses parce qu'il y a une impasse de vie. C'est comme les NDE. À un moment donné, on vous fait voir ce vers quoi vous pourriez aller et vers quoi vous étiez fait dans les NDE. Et dans la dépression, bah, c'est une sorte de transmutation qui se passe. Et à un moment donné, vous ressortez, comment dirais-je, ressourcé. Et c'est un peu comme ça que je vois la situation actuelle. Et il y a de la créativité partout, de tout âge. Donc c'est le moment de se regrouper aussi bien les gens d'autres générations avec les jeunes générations, parce que il y a tout à faire dans n'importe quel domaine, que ce soit l'économie, l'éducation, la science, etc. Il y a des tas de chercheurs qui sont bloqués parce que leurs découvertes s'opposent aux intérêts économiques. Hmm. Ben, il faut à un moment donné que ces gens s'expriment. Alors il y en a un qui est très médiatique, c'est Jean-Pierre Petit, Oui. mais il y en a plein. Moi je connais plein de chercheurs qui ont fait des découvertes et qui n'ont pas pu diffuser leurs découvertes parce que ça s'oppose aux intérêts économiques. Alors, dans un film, Un taxi pour Tobruk, il y a un personnage qui dit deux imbéciles en marche valent mieux qu'un intellectuel assis. Hmm. C'est-à-dire que l'inertie intellectuelle ou analyse, c'est pas suffisant. Il faut passer à l'action. Il faut de l'information, c'est-à-dire mettre en branle des informations qui débouchent sur une action. C'est vrai. C'est très intéressant. Est-ce que Milou, Jenna, vous avez des questions ou des choses à faire remonter pour Philippe? Je crois, Milou, t'avais pas une question tout à l'heure? T'as levé la main. Non, du tout. Ouais. Non, du tout. Pour le moment. Non, bah en fait, J'en vois pas. ce que disent les gens, c'est très élogieux pour Philippe. Ils apprécient beaucoup ce que vous dites. Donc c'est très élogieux. Merci. Bah, il y a une grosse interview à venir que j'ai eu la chance de pouvoir réaliser avec Philippe il y a quelques jours, donc qui sera sur la chaîne Nexus, voilà, qui approfondit en long, en large, en travers un peu tous ces thèmes, toutes ces approches qui sont intéressantes et qui montrent qu'en fait se mettre en action par tous les moyens possibles est beaucoup plus enrichissant que de ne rien faire et de rester un peu dans le pragmatisme nihiliste, de dire bon bah tout est foutu, il n'y a plus rien à espérer, à croire de ce monde et on va attendre qu'il s'effondre. Malheureusement, on est dans cette inhibition qui nous maintient dans des énergies basses et l'importance de se mettre dans une énergie haute, de se mettre en Ok. action, voilà, ça Voilà, permet il a bien d'apporter compris. comment dire, un futur probable, voilà, beaucoup plus Ben, le probable. futur est multiple, il n'est pas unique. C'est ce que nous montre finalement la physique quantique et d'autres disciplines, hein. Et donc, l'émotion est déterminante sur le futur qu'on va sélectionner. Donc, si on est dans un futur animé par la peur, la colère, la tristesse, la frustration, le désespoir, on fait venir le futur correspondant. Et donc, il faut vraiment sortir de cette équation Mm. basse émotion et Ouais, je fais venir un futur qui renforce le système c'est en ça. place. Donc, C'est ce qu'ils veulent, voilà. hein. Finalement, ils n'ont pas C'est un peu besoin. ça. C'est une nouvelle stratégie. Ils ont pas besoin de mettre en action leur plan. Il leur suffit de faire croire que leur plan arrive pour nous faire peur, pour qu'il arrive. C'est Ben finalement. oui, c'est ce que les Américains appellent les prophéties autoréalisées. Ouais. On nous glisse dans la tête des choses, on nous décourage, et puis finalement, l'émotion fait venir le futur correspondant. Et c'est quand même un paradoxe parce que des gens qui sont pleins de bonne volonté et qui sont motivés pour améliorer l'humanité, s'ils le font en colère, n'auront pas le même résultat. Il y a une étude, évidemment, c'est comme l'hydroxychloroquine, très controversée, où deux femmes, Erika Chenoweth et Marianne J. Stephan, Erika Chenoweth est professeure de politique à l'université d'Harvard,
Et Marianne J. Stéphan a été ex-directrice de l'Institut américain de la paix. Elles ont étudié sur 103 ans 323 conflits, principalement aux États-Unis, où les gens revendiquaient des changements politiques. Et ils ont essayé de voir les invariants qui permettaient à des mouvements de réussir. Ben, il faut qu'à 52%, les mouvements soient non violents et il suffit de 3,5% d'une population pour que les changements se mettent en place. Donc on passe de la masse critique Oui. à l'information critique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être aussi nombreux qu'on ne le pense, il faut être déterminé. C'est ce que disait Margaret Mead. Ne doutez pas qu'une poignée d'individus motivés et conscients puissent changer le monde. C'est toujours de cette façon que ça s'est toujours produit. C'est-à-dire que c'est l'intentionnalité, la motivation qui prime sur le nombre. Et donc ça fait un effet laser. Soyons les 3,5%. Bah oui, soyons les 3,5% et surtout, ne cessez pas d'être créatifs. Et puis des petits, pour la santé mentale et corporelle, il y a des neurophysiologistes qui se sont rendus compte que quand on avait des micro-moments de résonance positive où on sourit, et ben ça agit sur le nerf vague, ça améliore la santé et surtout vous diluez une positivité dans l'air comme la dilution homéopathique. Et donc, plus on arrivera à combattre, j'allais dire, avec une émotion haute, et meilleur on sera combattant. C'est vrai. C'est passionnant. Ouais, ça nous oblige à sourire. D'ailleurs, il y a des gens qui font des thérapies par le rire et le sourire. Ouais. Oui, il y a le yoga du rire, il y a plein de thérapies. Le sourire, ça agit sur le nerf vague et sur plein d'autres aspects. Et surtout, ne soyons pas isolés, parce que c'est la fragmentation de la société. Je pense aussi que, on va prendre un schéma freudien, la société française est très imprégnée de l'instinct de mort. Eros et Thanatos, c'est plutôt Thanatos. Penchons du côté d'Eros. Ouais. Parce que, effectivement, en Occident, on sent bien qu'on est baigné par une énergie de mort. D'ailleurs, on voit bien tout concours, baisse de la fertilité, identité culturelle en péril, on nous promet un super État européen où il n'y aura plus de liberté, etc. Donc il faut véritablement faire un changement intérieur, une révolution intérieure. Alors tout ce qui est fait est justifié, mais il faut le faire avec un autre État intérieur. Et c'est cet autre État intérieur qui permettra d'avoir de meilleures potentialités parce que c'est indépendant de la culture, de la position sociale. C'est tout simplement ces forces positives que nous avons en nous qui a permis à l'humanité de toujours passer les crises. Et on passera ces crises si on arrive à contacter cette force intérieure. C'est intéressant. Moi, ça m'inspire beaucoup. C'est intéressant ce que vous disiez sur la révolution qui pourrait être violente. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que, effectivement, beaucoup disent, nous disent, mais enfin, Nexus, vous croyez vraiment qu'on va arriver à faire une révolution sans qu'il y ait du sang, etc. En fait, la révolution, elle passe déjà par arriver, nous, à recréer un écosystème de vie positif. Les réseaux d'entraide, si on recrée des réseaux d'entraide partout, ça, il n'y a pas de violence. Et en fait, à la fin, ça peut complètement les dépasser. Si effectivement, on arrive à faire des petites communes de, j'en sais rien, moi, des petits réseaux de 200 personnes partout, mais que tout le monde est en lien sur des valeurs humanistes, derrière, quel peut être le résultat? Moi, ça m'intéresserait d'observer ça. Alors, j'ai lancé une expérience qui va dans votre sens. C'est l'expérience d'Ibiza. Ce qu'on vit, c'est un changement sociétal. En physique, on appelle ça une transition de phase. Si vous prenez de l'eau, vous la chauffez, elle va passer à l'état de vapeur. Si vous la refroidissez, elle va devenir de la glace. Mais avant que l'eau devienne 100% glace, il y a des petits domaines qu'on appelle des centres de nucléation qui sont déjà de la glace dans une majorité de liquide. Et ces petits domaines vont grossir et obéir à une loi qui est propre à la matière inerte et au vivant, c'est la coopérativité. C'est-à-dire que tous ces clusters vont accélérer l'émergence de clusters plus gros pour qu'à un moment donné, tous ces clusters fusionnent pour donner de l'eau à 100% solide, alors qu'au départ, l'eau était 100% liquide. Et c'est la même chose pour le passage à la vaporisation. Vous avez des clusters, de cristaux de réputation, qui sont déjà des petits domaines de gaz dans une majorité de liquide, et ça va grossir. Donc, avec un ami qui s'appelle Steve Nietepeko Paradis, c'est son vrai nom, on a pris l'île d'Ibiza, on s'est dit, si on arrive à créer un cluster avec 3,5% de la population d'Ibiza, qui est à plus de 150 000 personnes, ça fait 7 500, bah on crée un premier cluster qui va accélérer l'émergence d'un deuxième cluster, et comme ça, il y aura une réaction en chaîne. Donc,
Il faut clustériser Ouais. la société dans le sens où tout petit domaine d'initiative va créer l'accélération de domaines plus importants et à un moment donné, c'est la théorie de Che Guevara, le Faucon révolutionnaire, le foyer insurrectionnel multiple. Si vous en avez partout, bah, vous ne pouvez pas contrôler. C'est vrai. Ça passe. Et puis, l'être humain ayant une tendance à imiter, eh ben, il imitera en faisant mieux, en faisant différemment. Et donc, à partir de là, le mot d'ordre, c'est penser la société autrement. Le philosophe Hegel disait, lorsque le monde des idées est révolutionné, la réalité ne peut pas rester telle qu'elle est. Le monde des idées est déjà révolutionné. Ce monde des idées, il doit changer la réalité, et c'est à nous de la changer par des petits groupes. Le petit On cluster. redevient un petit peu comme les Touaregs, des petits groupes qui vont penser le monde autrement et interagir avec d'autres et recréer un sens communautaire fragmentaire. Parce que ce que montrent les sociologues, c'est que quand une société se fragmente, il n'y a plus de sens communautaire, ce que les Allemands appellent le Gemeinschaftsgefühl. Mais on peut très bien avoir une interrelation de tous ces petits clusters qui donnerait un sens communautaire, mais fractionné. La différence, c'est qu'il y aura des liens entre ces différents clusters. Et c'est lutter contre le projet des villes 15 minutes où on serait dans une ville, dans un territoire, sans savoir ce qui se passe à côté. Exactement. La vie ne réside pas dans les objets, qu'ils soient inertes ou vivants, mais dans des interactions qui s'établissent entre eux. Les propriétés physiques d'un matériau viennent des interactions physiques, physico-chimiques ou chimiques. Les cellules communiquent entre elles et l'humanité doit communiquer entre elles. C'est le lien qui est le plus important. D'ailleurs, la mort, c'est l'absence de lien. Et c'est pour ça que la société française, elle doit faire un basculement, aller du côté de Eros plutôt que du côté de Thanatos. Parce que toute société se veut immortelle, elle voudrait être immortelle. C'est-à-dire que sa culture, on peut la considérer comme un ensemble organisé d'habitudes et de croyances qui luttent contre le pouvoir de dissolution de la mort et des individus et de la société. Donc c'est à nous de retrouver cette espèce de pulsion de vie. Et donc les jeunes générations, ils sont bloqués, il faut les amener à se débloquer et il faut qu'il y ait un contact entre les différentes générations. Les technologies ont accru comment dirais-je, la différence de génération et les conflits de génération, parce qu'effectivement, l'informatique, etc. Donc, voilà. Et méfions-nous aussi d'une chose, c'est qu'on veut nous faire croire que l'humain, il est incomplet. Il faut être vacciné pour doper sa défense immunitaire, il faut avoir une puce pour mieux penser. Maintenant, il faut l'intelligence artificielle pour mieux penser. Attention, on pense pour nous. C'est à l'être humain de retrouver son pouvoir souverain. On a des exosquelettes qui viennent compléter notre squelette, comme si l'évolution avait fait des êtres inachevés et que la technologie, le transhumanisme allait permettre une espèce de transcendance et d'affinement et d'aboutissement de l'évolution. C'est complètement faux. L'être humain sera toujours supérieur à une machine, largement. Et à nous d'inverser complètement, vous voyez, l'enseignement qui sera plus basé sur la connaissance, mais sur l'intuition, sur le discernement. Et c'est tout ça qu'il faut reprendre. Par exemple, je pense que retrouver l'enseignement qu'on faisait au Moyen-Âge sur la logique qui permet d'avoir du discernement, c'est une arme redoutable pour une citoyenneté avertie et participative. C'est tout ça qui pourrait être mis en place. Et il y a des tas de choses. Évidemment, il faut une équipe qui a envie de changer les choses. Et je pense que la plupart des gens en ont marre, mais ils sont dans le désespoir. Il faut leur redonner une espèce d'objectif qui est de repenser le monde et de se repenser eux-mêmes. Je me souviens, un peintre m'avait dit la première chose qu'il voulait faire le matin, c'est Mathieu, c'est pas se caricaturer lui-même. C'est-à-dire, il ne voulait pas imiter ce qu'il avait fait la veille. Essayons de faire que chaque jour, on n'imite pas ce qu'on a fait la veille. On devrait chaque jour se dire quelle pensée neuve j'ai mis dans ma culture, même si elle est dérangeante. Et ça coûte 0 €. C'est dans le silence de nos pensées et ça se peut faire d'une façon harmonieuse. Magnifique. C'est très inspirant. Jenna. Philippe, vous êtes vraiment passionnant, plein de connaissances et nous aimerions bien avoir votre avis sur le fait que nous soyons sur l'ère du Verseau maintenant. Alors le Verseau, si vous regardez, c'est le partage des connaissances, mais c'est aussi la vibration. On le représente, les astrologues le représentent avec des vagues. Oui. Et donc je pense qu'on est dans une période post-matérialiste.
C'est-à-dire qu'on est en train d'abandonner la matière au sens lourd du terme. On voit bien, on va aller vers des thérapies vibratoires, c'est l'ère du Verseau. Vous voyez, je vais prendre une seule propriété, c'est que de la mécanique quantique, c'est qu'un atome, il a simultanément une double nature, une nature corpusculaire, substantielle, matérielle, et une nature ondulatoire. Ce qui est assez curieux parce que ces deux qualités qui existent dans le monde microphysique sont radicalement opposées. Quoi de plus opposé à la matière que l'immatériel? La vibration est immatérielle. Quoi de plus opposé à un objet incarné qui a une taille limitée qu'une onde infinie? Un objet peut être au repos, une onde n'est jamais au repos. Donc, c'est vraiment des qualités opposées. Ça apporte un nom dans la langue française, un oxymoron, un oxymore. Et donc, si on comprend que nous sommes faits de l'ordre du milliard de milliards d'atomes, chaque atome a une double dimension, ont des corpuscules, donc on a une dimension vibratoire. Donc soigner le corps vibratoire par la vibration, ça ouvre un champ différent et ça rentre dans l'ère du Verseau. Un atome, il est vide à 99 et après la virgule, il y a 6 ou 7, 9. C'est énorme. Donc il est vide à 9 999 999% ou 99 999 999%. Donc vous voyez bien, les matérialistes se réclament du 0, et après la virgule, il y a 6 ou 7 zéros et un. C'est un peu court, jeune homme, comme on dirait dans Cyrano de Bergerac. Donc, je pense que l'ère du Verseau annonce une période où il n'y aura plus uniquement la suprématie de la matière dans tous les niveaux, mais une coexistence entre la matière et la vibration. Et ce que montrent les astrophysiciens, c'est qu'un chiffre, hein, pour un proton, il y a de l'ordre du milliard de photons. Le photon, c'est le nom qu'on donne à la lumière quand on la décrit quantiquement. Donc, de toute évidence, la matière est rare dans l'univers et la lumière est abondante. Donc, sur Terre, on a complètement inversé, c'est-à-dire qu'on a considéré que la vibration, la lumière était anecdotique. Ce qui compte, c'est la matière. Mais quand on regarde ce que nous dit la microphysique, ça veut dire on s'appuie sur un millionième ou un 10 millionième de l'atome, ce qui est ridicule. Donc, l'ère du Verseau annonce une autre façon de concevoir le monde. Les peuples traditionnels conçoivent le monde plus selon un mode vibratoire qu'un mode matériel. Ça ne veut pas dire qu'ils négligent la matière. Ce sont d'admirables artisans, mais ils ont compris que le monde, dans son essence, c'est plus vibratoire que matériel. Alors effectivement, ça annonce une évolution de la médecine, ça annonce une évolution de la société, ça annonce une autre vision de l'univers, du sens de l'univers et tout ça. Parce que on peut se demander, ça sert à quoi de proposer une autre modélisation de l'univers ou du corps? Ça sert à soigner différemment. À partir du moment où on comprend qu'on est ondes et corpuscules, le fait de soigner par des ondes, ça paraît pas de la patamédecine, aberrant, etc. Et vous voyez, on a régressé parce qu'à l'époque de Darsonval, on stimulait la défense immunitaire par des appareils qui délivraient des fréquences. Il y a eu les oscillateurs à ondes multiples de Lakowski, les travaux de Tesla. Et on pourrait multiplier les exemples. Les Russes sont très avancés à ce niveau-là. Donc, ils ont compris qu'il ne s'agit pas de négliger la matière, mais de comprendre que la matière et la vibration ou la lumière forment un couple complémentaire. S'il n'y avait pas la matière pour réfléchir, diffuser, diffracter, absorber la lumière, on ne verrait pas cette matière et la lumière ne serait pas mise en évidence. Donc la lumière a besoin de la matière pour être mise en évidence et la matière a besoin de la lumière pour être vue. C'est les deux approches qui sont complémentaires. Je pense que ce qu'on peut retirer de la physique quantique, c'est une physique du « et ». Et le « et », c'est fort différent du « ou ». Le « ou », c'est l'exclusion. Et donc, on est dans une société d'exclusion. On est exclu si on n'est pas vacciné. On est exclu si on n'est pas en règle avec les papiers. C'est le « ou ». Le « et », c'est l'inclusion. C'est-à-dire que, au lieu de voir les choses dans leurs différences, on profite de leurs différences pour les mettre en relation. Ça a été un peu le leitmotiv du structuralisme de Claude Lévi-Strauss. C'est voir deux ensembles, non pas en dépit de leurs différences, mais en fonction de leurs différences pour mieux les ordonner ensuite. C'est passionnant. J'ai envie de t'écouter Complètement. des heures, Philippe, comme d'habitude. Oui, Il y avait une dernière question, Et je il crois. parle Milou. avec le sourire, c'est ça qui est incroyable. Il Ça, incarne, c'est- il incarne passionnant. ce qu'il dit, hein, Ça, en j'aime tout cas. beaucoup, vraiment. Milou, tu avais une question à... C'est ça, une question d'Angelina que je vous mets à l'écran qui vous demande, Philippe, est-ce que vous avez des livres à nous conseiller sur le sujet? Sur quel sujet? Sur l'ère du Verseau, du coup? C'est ça. C'est ça.
l'ère du Verseau, bah, vous pouvez lire les livres des astrologues, je pense, vous pouvez regarder. Il y a un certain nombre. L'ère du Verseau, vous avez aussi l'hindouisme, hein, si vous voulez aller fouiller le Sriram Bhagavatam, on nous dit que on passe par des cycles et la partie la plus matérielle et la plus noire, c'est le Kali Yuga, c'est associé au fer. Mais on en sort. Il y a une période d'endormissement et une période de réveil. Bah, sinon, vous avez toutes les revues de vulgarisation sur la physique quantique. Je pense qu'il y a même certains numéros de Nexus où vous pourrez. Oui, il y a pas mal de choses dans les anciens Nexus. Voilà, ces dans les sujets-là. anciens Nexus, je me souviens, il y avait d'excellents articles sur la physique quantique. On en avait même, j'en avais écrit un sur l'homéopathie, si vous voulez Oui. comprendre l'homéopathie. Vous voyez, par exemple, l'homéopathie, c'est typiquement une thérapie de l'ère du Verseau. Parce qu'on n'est pas dans la matière, on est dans l'information. Peut-être c'est ça qu'il faut ajouter, c'est que la vie, c'est matière, énergie, information. On a complètement négligé l'information. Et c'est même difficile de définir l'information, mais Norbert Wiener, qui était un mathématicien, qui est le père de la cybernétique, disait que l'information n'est ni masse ni énergie, mais néanmoins, elle a besoin de cette matière et de cette énergie pour être véhiculée. C'est-à-dire, c'est comme la voiture. La voiture, c'est de la matière, c'est plusieurs tonnes, c'est de l'énergie quand elle roule, mais il y a besoin d'un conducteur pour lui donner une direction, donc une information. Donc le plus important, et on n'a pas en physique ni en biologie une théorie de l'information bien établie, ça sera le prochain souffle de la physique. Mais souvent, le grand public a précédé les découvertes scientifiques. C'est à nous de comprendre que l'information est le plus important. Comme je dis souvent, si on veut résumer en quelques minutes la situation, avec la maîtrise de l'information des médias mainstream, on arrive à neutraliser les masses et l'énergie qui est bloquée. Donc Ouais, c'est bien la primauté de l'information sur la masse et l'énergie. Puis masse et énergie sont liés, E égale mc carré, équivalence matière-énergie. La matière, c'est un réservoir d'énergie, et l'énergie condensée, c'est de la matière. Donc, l'information est le plus important. Soyons les maîtres de l'information. C'est déjà le cas avec les médias alternatifs. Et chacun doit être le vecteur d'une information différente. Et je pense que chaque information associée à la bonne émotion pourra participer au changement. Comme ça, tout le monde, c'est ce que j'appelle l'égoïsme altruiste. Le premier devoir, si je puis dire, c'est d'être heureux. Essayez d'être le plus souvent le mieux possible dans votre vie. À ce moment-là, vous allez mieux rayonner et vous allez participer au changement de la situation. C'est ce que j'appelle de l'égoïsme altruiste. En étant heureux, vous participez par dilution de votre bien-être au changement de la société. Et donc, c'est comme ça que beaucoup de neurophysiologistes se sont rendus compte que des micro-moments de résonance positive, sourire à quelqu'un, lui rendre un service, etc., étaient aussi importants que d'écrire des articles très justes, mais très animés de colère dans la société. Et tout le monde peut participer et on sort de l'inhibition de l'action. En plus, c'est passionnant. Dernière question de Jenna. Alors, dernière question, Philippe, vous êtes vraiment passionnant. Je me permets de vous poser une petite question qui brûle les lèvres, je pense, de pas mal de personnes qui sont Verseau. Est-ce qu'il y a un lien avec le fait d'être du signe du Verseau et l'ère du Verseau? Non, pas forcément. Ouais. Disons, quand on est né avec un signe, on va interagir d'une façon particulière avec le signe, mais tous les gens, même en dehors du Verseau, vont bénéficier de l'ère du Verseau. C'est formidable. L'ère du Merci. Verseau, d'ailleurs, Merci. vous voyez, c'est le partage des connaissances, c'est un peu ce qu'on veut mettre en place, c'est-à-dire une sorte d'unité par fragmentation interactive de la société. Et puis, c'est l'ère où la vibration, la lumière joue un rôle à la hauteur du rôle que l'univers lui a assigné. Très bien. Merci beaucoup. Philippe, merci infiniment pour ton partage de connaissances et de positifs qui sont importants scientifiquement. Voilà, c'est pas juste du bisounours, c'est aussi Non, c'est scientifique. pas du bisounours, C'est l'inverse. justement, on peut se tester sur sa positivité quand on est lucide sur la situation et qu'on est de l'autre côté. Méthode rose et c'est de façon. Ça y est, t'as réparé. Merci à vous de m'avoir reçu. Avec plaisir. Merci, En tout Philippe. cas, pour ceux qui nous écoutent, il y a une interview avec toi qui arrive d'ici quelques jours, voilà, où on aborde toutes ces questions-là ensemble. Et alors, Milou, c'est rapide, j'espère. Parce qu'en fait, Angelina apporte une précision. En fait, elle voulait savoir est-ce que vous connaissez des ouvrages permettant d'être plus heureux
et permettant de mieux affronter les crises actuelles. Voilà, Angelina, je fais Faut lire Nexus. la correction. Vous pouvez lire Nexus après. vous pouvez Exactement, travailler Nexus. votre estime de soi. Hein. Je veux dire, il y a plein d'ouvrages sur l'estime de soi. Voilà. Et puis après, rigoler, regarder Ils des sont pas choses. tous, Le rire est extrêmement. Il y a Norman Cousine qui avait une polyarthrite rhumatoïde, qui était un journaliste économique, s'est tiré d'une maladie auto-immune avec les films des Marx Brothers, la vitamine C. Donc, notre cerveau envoie des vibrations. Donc, si vous envoyez des vibrations positives, tout est opportunité à s'autoriser à être heureux. C'est une belle phrase de fin. Merci infiniment, Philippe, de nous avoir redonné le sourire et l'espoir. Merci à vous. Merci À Philippe. très vite. Ah oui, attends, on peut te retrouver évidemment sur ta chaîne YouTube, Philippe Bobola, déjà, pour ceux qui alors veulent. j'ai un site qui s'appelle L'unité du savoir. unitédusavoir.com. Vous y trouverez plein de films que j'ai faits sur, notamment sur la nature aussi, avec Ernst Zürcher, un ami qui est un spécialiste de la forêt, sur le temps, sur plein de choses. Et puis, pour ceux qui sont intéressés, vous verrez aussi les formations que je propose, l'unité du savoir, sciences et spiritualité. Vous avez des tas d'informations dessus. Allez y faire un tour, c'est très intéressant. Merci Philippe, très bonne soirée à toi et j'espère à très vite. Moi aussi. Bonne soirée à vous Bonne tous. soirée. Merci. Salut Au revoir. Philippe. Et Tu avais raison quand tu je t'avais dit, ça va être un quart d'heure mon invité. T'as pas fait si longtemps, non? Ouais, c'est presque une heure. 40 minutes. Ça fait 40 minutes, c'est ça. Et c'est Sur- difficile, moi je l'écoute. Sur les lectures, c'était quoi ça exactement m'arrive. la question de Angelina sur les lectures? C'était C'était savoir s'il y avait des, par rapport au bonheur et tout ça. Des Exactement. livres qui rendent heureux, non des c'est livres ça qui permettent de traverser les crises actuelles. Pour Ouais. le citer, ouais. Moi, du coup, si je peux me permettre d'en vas-y. donner quelques-unes, parce que c'est une très belle question. Aujourd'hui, il y a À la recherche du bonheur de Tolstoï qui aide vraiment j'ai pas lu ça. c'est très rapide, c'est un mélange de contes, mais ça, c'est extrêmement À la intéressant recherche du dans ce qu'on bonheur. vit aujourd'hui, parce qu'il parle beaucoup d'entraide et de comment arriver à survivre dans un environnement toxique. Donc, c'est Ok. le gai savoir. Il y a de- eu un de- film avec Will Smith. Sur À la recherche du bonheur. Alors, ça n'a rien à voir, Marco. Je sais pas, je tape. Mais je vous le dis. Oui, mais c'est pas le. Bien sûr, il est connu. C'est pas Will Smith ne s'est pas inspiré. Non, C'est pas peut-être sur que le- ça reprend. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'ils prennent ça, mais ils le mettent à la mode capitaliste et hyper financiarisé, Évidemment, où évidemment. c'est un gars qui son but pour être heureux, c'est de devenir trader. Donc c'est très intéressant comment Hollywood arrive à s'approprier. C'est ça, comme Il d'hab. s'approprie pas Tolstoy. Il y a Le gai savoir de Nietzsche, ça c'est un classique, et L'alchimiste de Paulo Coelho, pour ceux qui l'ont pas lu, ça faut, Ah faut oui. le lire forcément. Et Exact. dans les crises actuelles, Eckhart Tolle, finalement, permet aussi d'arriver à comprendre comment. Parce que quand il parle d'arriver à visualiser le monde qu'on veut, etc., c'est revenir, comprendre ce que veut dire Eckhart Tolle sur le moment présent, qui est très caricaturé aujourd'hui. Ça nous aide aussi à retrouver l'alignement en soi. Et aussi, il y a également une chamane magnétiseuse, guérisseuse qui s'appelle Sandrine Müller, qui a écrit pas mal de livres et qui peut aussi aider à se sentir bien par rapport à l'époque que nous vivons. Et J'en c'est entends vraiment des parler. livres très Elle est positifs. bien, elle ouais. Oui, Ouais. J'en entends peu parler, mais ouais, cool. Sandrine Müller. oui, Oui, ok. Chamane. oui. Ouais, magnifique, magnifique. Personne d'autre a des lectures. Et comme dit Il Françoise, est parti, il est parti faire le cadre derrière. Là. et comme dit Incroyable. Françoise Sylvestre, le rire est divin. Hein. On revient toujours à la même chose. C'est Ouais. les fondamentaux, tout ça. D'ailleurs, on peut rajouter aussi la lecture. J'aime beaucoup Sadhguru, là, c'est un philosophe indien qui marche beaucoup sur Internet en ce moment et qui a sorti aussi le Inner Engineering pour apprendre justement comment arriver à retrouver son axe même en période de stress complet ou de tout type de situation. D'ailleurs, il a cette phrase qui est intéressante dans le monde aujourd'hui. Sadhguru qui dit, par rapport à ce que disait Philippe Bobola tout à l'heure, c'est Even when you do the good things for the bad reason, you end up doing the good things. Même quand tu fais les bonnes choses pour les mauvaises raisons, tu finis par faire les bonnes choses. Intéressant. Dans cette période où on va devoir tester vrai. beaucoup de belles choses, beaucoup de choses, et qu'on va se foirer des fois, mais on va réussir beaucoup de fois. C'est très intéressant d'avoir ça en tête. C'est bon, tu es bien dans le cadre. Ah, ouais. Ouais, salut. Salut. Ouais, salut. Ah, salut. Coucou Farid. Salut, ça va? Alors? Salut, Farid. Comment ça se passe? Salut, ça roule. Tu nous as fait le plaisir de venir de si loin. Ah, putain. Bon, même si tu m'as dit que tu n'avais malheureusement pas eu la chance cette fois-ci de nous gratifier d'une petite chronique, parce que Ouais, parce que. tu es toujours dans tes travaux. Voilà, j'ai pas terminé ma salle de bain. Pour ceux que ça intéresse, épisode 212. On va faire un chantier participatif pour venir t'aider à finir ces travaux.
Je vais Ce serait pas utiliser mal. l'argent de la cagnotte du film. Je Bah. crois que je vais être obligé. Il te reste quoi là? Le carrelage, Ah non, laisse tomber. Dans la cagnotte, tu Il y veux a dire. toujours des... c'est ça. Non, il y a toujours des problèmes, des fuites. Ah, Mais je vois qu'on a investi dans des petits T'as fauteuils, vu là. Ah, ils sont Alors beaux. Ah, dis donc. Waouh, la Oui, couleur. vous les Qui a voyez choisi pas. la couleur? Bah c'est Romain Lazare. Non, Moi je c'est voulais pas du moi. marron, tu vois, un truc bien terne, bien Ouais. fade. Je les aime beaucoup. Ouais. Voilà, Et- comme ça. Moi, je suis un profiteur. Non, là. ils sont beaux, hein. Franchement, très non. bien. Hein. Bravo, hein, Lazare et Romain. Ouais, je montre le... Et eux ils voulaient de la couleur. Et ouais. Ah oui, non, Ah. par contre, ouais, la couleur. Ouais, C'est ça, sympa. Et Hein. finalement ça va, vous aviez Et, raison. et ça va bien avec ta chemise, tu Ça vois. va, ça va. Ah oui, c'est vrai que t'es toujours en bleu, donc toi, tu te. Je me suis dit, ça va, c'est ça remonte nos chakras. c'est mieux que Exactement, le marron. C'est magnifique. Oui, le marron, c'est un peu bof. Bon, c'est pas les fauteuils de l'Assemblée nationale à 50 000 euros. Pas là, encore. mais Et c'est ça pas, va. et c'est pas les fauteuils du théâtre du gymnase qui sont, Voilà. qui sont un peu plus confortables. Le 5 septembre au théâtre du gymnase. Tu seras là? N'oubliez pas. Tout à fait. Ah, parce qu'il y a je ta serai photo là. quand même là. J'espère que tu seras là. Il manquerait plus que je me barre, tu vois. Non, il n'y a pas de salle de bain à finir. Hein, le 5 Non, septembre. non, là, il n'y aura pas de travaux ce jour-là. Bon, Mhm. ça va, c'est cool. Et Qu'est-ce d'ailleurs, par rapport à, pour finir sur Bobola, parce qu'il y en a qui demandaient, vous allez créer des trucs Nexus, on va essayer de faire tout ce qu'on peut nous au niveau réseau, mais en tout cas pour l'instant, il y a déjà bah oui. quifetquoi.fr qui est lié avec Oui. ce que fait les enfants phares les enfants avec et qui Céline. peut vous aider à trouver des collectifs près de chez vous et tout ça. Donc D'ailleurs, tester il y a un max de trucs. Un article de Céline dans le prochain Nexus. Ah, génial. Ouais. C'est une des enfants phares. Parfait. Céline des enfants phares, ouais, exactement. Magnifique.